Et donc, troisième. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque en ce jeudi, mais bon, nous sommes en direct sur Facebook le jeudi soir et à partir du vendredi, donc sur la télé normale. Je répète que le vendredi, c'est diffusé à 20h, le samedi à 18h et le dimanche matin à 10h. Lorsque vous faites la grasse matinée, vous pouvez donc regarder Le Kiosque en même temps. Donc, bonsoir Michel Bronchy, rédacteur en chef du journal La Justice. Merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bon. Mais c'est quand même bizarre, mon journal communiste, titre Joe Biden, Kamala, tout ça, tu mets des Américains en tête comme ça? Oui, parce que nous pensons que, bon, d'abord parce que, comme tout le monde, nous pensons que les États-Unis jouent un rôle important dans la politique mondiale, et que l'équilibre des forces aux États-Unis. Et puis, il n'empêche que ce qui est important, c'est que nous faisons l'analyse que le Trumpisme, voilà, c'est une forme de néo-fascisme. Donc c'est plus la satisfaction d'avoir envoyé Trump chez lui. Sur Biden, bon, il a quand même gauchi un peu son programme sur le plan social, sur le plan de la sécurité sociale, sur le plan de l'exigence climatique. Hein? Bon. Et puis il a quand même dit qu'il fallait s'attaquer au racisme systémique. Et puis en plus une Caribéenne comme vice-présidente. Tout à fait. Peut-être prochaine présidente des États-Unis. Elle est indo-caribéenne. Ouais. Indo-caribéenne. Bon, on dit qu'elle serait plutôt de tendance conservatrice sur le plan des questions de société. Mais enfin bon, comme sur ces questions. Moi-même, je suis plutôt conservateur. Non, très bien. Très. Sauf sur la question de l'avortement, quand même. Bon. De l'avortement. Oui. Mais bon, je pense que c'est la question sociale. Il se trouve qu'il y a une vraie misère aux États-Unis. Bien. C'est ça. On va dire quand même bonjour. C'est ça le problème. On va dire bonjour à Eddy. Bonjour Eddy, merci d'être avec nous. Bonsoir Mano, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, félicitations, jeune homme, pour votre, j'allais dire, durabilité. Il faut quand même le rappeler. 100 ans. 100 ans. Un organe de presse qui a 100 ans, dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tout à fait. Et puis, si nous avons la une du progressiste, Grégory, je ne sais pas si c'est possible de la mettre. Voilà. Donc là, pareil. Élection présidentielle aux USA. Biden, et puis le titre plus bas, élection présidentielle aux USA, c'est tout. Le sous-titre, je ne vois pas bien. Mais on voit Biden, le président et vice-président. Non, je pense que, Justice et le Progressiste, ce sont des journaux de gauche, quand même. Nous devons quand même, je pense que nous devons, à un moment donné, dans l'histoire, savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Bon, on a l'exemple des années 30. Les années 30, où la gauche a fait un signe d'égalité entre, disons, les partis bourgeois et puis l'hitlérisme. Bon. Et il y a un pasteur, le pasteur Bogner, qui a dit, qui était un protestant, il a dit, quand Hitler s'en est pris aux Juifs, je n'ai rien dit. Quand il s'est pris aux sociodémocrates, aux socialistes, je n'ai rien dit. Quand il a fait l'incendie du Reichstag qu'il a mis ça sur le dos des communistes, je n'ai rien dit. Et quand on est venu me chercher pour m'amener en camp de concentration, il n'y avait plus personne pour protester. Ouais. Pas mal. Ben oui. Donc, c'est une leçon de l'histoire. Alors, puisqu'on parle d'histoire, est-ce que vous avez déjà eu à traiter, ce genre d'informations? Un président battu qui ne veut pas quitter le pouvoir, il s'accroche. C'est terrible, parce que même des gens de sa majorité, des républicains qui lui disent, bon, allez, laisse tomber, on a perdu. Oui. Je crois qu'il y a un ministre là qui vient de mettre dehors, le ministre de la Défense, un truc comme ça. Et puis, là, parler et puis voilà, le sénateur. Qui est un poids lourd du Parti républicain. Mais c'est jamais arrivé, ça, dans l'histoire des États-Unis.
Oui. Kedewaku, oui, mais à ce stade quand même. Oui, il y en a qu'on a dû secouer un peu. C'est arrivé en particulier à la fin du 19e siècle. Mais avec une telle complicité institutionnelle et administrative, parce qu'il y a une partie de l'administration Trump qui n'est pas du tout favorable à quitter. Je crois que Trump a parfaitement compris qu'il a perdu et qu'il ne pourra pas, malheureusement, plus les jours passent, plus il est contraint d'accepter. Mais bon, son ego est tellement démesuré. Mais je ne pense pas que ça soit ça qui motive son attitude. Hein. Il faut rappeler que Trump, à partir du moment, on va dire le 20 janvier à midi, c'est le jour où il doit quitter officiellement le pouvoir, il y a des gens qui vont venir le chercher. Il faut rappeler ça. Je profite pour tous ceux qui ont un petit faible pour les enquêtes, les investigations. Tu sais que régulièrement, il y a des gens qui disent « Ouais, Martinique, il n'y a pas de presse d'investigation. » Enfin, toujours même tarte à la crème. Je rappelle pour ceux qui sont fanatiques de ça, qu'il y a donc en replay, donc sur le net, sur France 5, il y a un documentaire suisse qui s'appelle Trump face au FBI, qui démontre de manière très claire la complicité absolue entre Trump et le FBI. Trump étant utilisé comme agent de renseignement dans la lutte contre la mafia et dans la lutte contre les Russes. Et il y a de fortes chances que le FBI ayant été humilié, rappelez-vous, par Trump, on vienne le chercher. D'ailleurs, l'ancien patron du FBI s'appelle Robert Mueller. C'est lui qui a mené l'enquête contre Trump sur cette histoire de lien avec la Russie, en fait, de complot russe dans les élections américaines. Et dans ce reportage, dans ce documentaire, il y a un moment où le président de la commission des affaires étrangères lui demande « Monsieur Mueller, est-ce que vous voulez nous dire que si jamais le président perd, vous pourriez le condamner ?» Et le mec, il répond « Oui. » Et est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous irez le chercher ? Oui. Regardez ça, c'est exceptionnel. Ah, tu dis sur France 5. France 5, c'est un documentaire suisse exceptionnel, ça s'appelle Trump face au FBI. Mais bon, ils vont peut-être pas venir le chercher le jour de l'investiture, là où se déroule la cérémonie, puisque j'ai l'impression qu'il n'ira pas. Hein. Avec son ego là, il n'ira pas à la cérémonie. Hein. Je vous rappelle que Trump, interrogé par CNN, dit à un moment, on lui dit, mais si vous perdez, il dit, il va falloir que je réfléchisse à quitter ce pays. Et on a montré récemment, je ne me rappelle plus sur quelle chaîne quand même, par contraste, la scène au cours de laquelle Obama a passé le pouvoir avant même le 20 janvier. 2 jours après l'élection. 2 jours après l'élection, un coup de fil, apparemment. Il lui a demandé de venir. Il l'a reçu à la Maison-Blanche. Et on voit Obama expliquer qu'il a informé des dossiers en cours. Et Obama, très cordial. Et Trump, comme un sphinx. Mais Trump avait dit qu'il fallait les envoyer en prison. Hein. Obama, Hillary Clinton, Patidi Batata, il a dit ça pendant la campagne. Il n'était pas américain. Voilà, donc... et pourtant, Obama a une classe que Trump n'a pas, c'est clair. Ouais. Et puis au-delà des affaires politiques, Trump a au derrière 6 affaires qui sont des affaires de mœurs, qui sont des affaires fiscales. Le fisc mène une enquête sur Trump. Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, mène une enquête contre Trump pour détournement, fraude fiscale, détournement de fonds. L'État de New York, donc au niveau de l'État, mène une enquête sur Trump sur
le blanchiment d'argent. Dans la Trump Tower, Trump a vendu en liquide 1200 appartements à la mafia. Et sa femme, c'est Mélania, c'est ça? La Trump Tower, on l'a montré. Oui, on l'a montré. Tous les étages, il y a de l'or partout. De l'or. Ce qui montre quand même que... Et son avion est encore plus beau que US One. Hein. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Sa femme, c'est Mélania, c'est ça? Oui, Mélania. Mais elle a déjà dit qu'elle le quitte. Hein. Donc là, elle prépare son divorce. Voilà, les gars prennent encore. Et qu'elle met tes boucles aux États-Unis, là, en madame qui a divorcé, qu'elle met tes boucles sous la paille. Hein. Aïe. Oui, parce que juste avant d'entrer à la Maison-Blanche, vous vous rappelez, on s'était posé la question de savoir pourquoi elle met tant de temps à venir. Ils ont toujours fait chambre à part. Pourquoi elle met tant de temps à venir à la Maison-Blanche? Ça a pris 5 mois. Elle avait dit, parce que je laisse mon fils terminer sa scolarité. Mais en réalité, elle négociait la réécriture de son contrat de mariage, indiquant très clairement que si elle demandait le divorce, son fils allait bénéficier de sommes faramineuses de plusieurs centaines de millions de dollars au moment du divorce. C'est le fameux fils qui, pendant le dépouillement... Non, c'est pas celui-là. Son fils, il est jeune. Non, le jeune, le tout petit. D'accord. Non, mais en tout cas, je crois que tous les pays ont déjà félicité Biden, sauf Poutine. Et puis le Mexique. Et puis le Brésil. Le Brésil aussi. C'est pour les mêmes raisons que Poutine. Hein. Oui. Enfin, bon, il faut quand même rappeler que AMLO, López Obrador, le président du Mexique, c'est un type qui est un peu illuminé, et il y a eu plusieurs enquêtes sur lui d'ailleurs, parce que bon, c'est un type qui a déçu beaucoup, puisque c'est un leader charismatique de gauche qui a fait des choses extraordinaires pour le peuple de Mexico. C'était le maire de Mexico. Oui. Et puis après, il est parti dans un délire sur la religion. Il fallait qu'on l'appelle Jésus, et il a baissé son pantalon devant Trump, puisque Trump lui a dit si vous n'arrêtez pas les gens à la frontière, moi j'enlève le Mexique de l'ALENA, ce fameux accord. Voilà, ils ont bloqué les gens, et ce type aujourd'hui a dit qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour dire que Trump a perdu. Oui, mais le pape vient de reconnaître la victoire de Biden en rappelant que Biden, c'est le deuxième président catholique des États-Unis après John Fitzgerald Kennedy. Ah ben voilà, ça fait boucler quoi. Presque. D'ailleurs, les milieux catholiques, parce qu'il faut rappeler que c'est un Irlandais, comme Kennedy, et les milieux catholiques aux États-Unis ont fait une campagne extrêmement puissante pour l'élection de Biden. Parce que là encore, aux États-Unis, il y a quand même des clashs énormes entre les églises, parce que, notamment dans les États du Sud, c'est pour ça que la Géorgie va peut-être basculer, la Virginie a basculé, parce qu'il y a des concurrences énormes entre les églises, parce qu'il n'y a pas de séparation. Dans le Sud, il n'y a pas de séparation entre l'Église et les États. Les États financent très fortement les églises. Et l'Église catholique se bat contre... L'Église catholique classique se bat contre les autres chrétiens, notamment les évangéliques. Ouais, eux, ils sont puissants aussi. Eux, c'est Trump. Ouais, ils sont puissants. Alors, puisqu'on parle d'affaires, de président d'affaires, Sarkozy blanchi, en tout cas dans l'affaire de comment ça, de Kadhafi. Jacques. Ouais. Comment ça s'appelle? Takedine, non, ouais. Le Libyen, le type a dit qu'il a menti. Bon. Alors certains disent qu'il a menti une fois, il a menti 2 fois. Il peut avoir menti aussi une autre fois. Ma capote, c'est qu'il met ça en fusil à la tête, monsieur, et puis il dit qu'il mentit. Non, je pense que les juges ne vont pas se laisser démonter par cette nouvelle. Tu as raison, ce n'est que la 3e ou la 4e fois qu'ils changent de version. Derrière tout ça, à mon avis, il y a des enjeux financiers tellement considérables, et des intérêts tellement considérables que, tu sais, ces types-là, au bout d'un moment, ils cèdent soit à l'un, soit à l'autre, mais ils se retrouvent très souvent
en situation difficile. Hein. Mais il a déjà dit qu'il ne reviendra pas en France, donc il a dit Mais ça. Et puis, comme mais- dirait le canard enchaîné, peut-être qu'un jour on va nous dire qu'on a suicidé monsieur Exactement. Jacques. Voilà. Mais je crois que Sarkozy va attaquer aussi, pas le canard enchaîné, mais Plenel. Mediapart. Enfin bon, c'est encore une histoire à rebondissement. Et, Mais c'est pas le témoin le plus dangereux hein, pour Sarkozy. C'est Djouri le témoin le plus dangereux. Celui qui a été extradé du Royaume-Uni vers la France. Celui-là, par contre, il est extrêmement dangereux pour Sarkozy. Et c'est à travers son témoignage, parce que lui, il est en tôle là. Hein, il est en tôle. Son témoignage que Sarkozy a été récemment, vous savez, a été mis en examen hein, dans cette affaire-là. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui disait dans une des télévisions là-bas qu'au Danemark, dans les pays du Nord, tu te payes un repas avec une carte du ministère, tout ça, tu es foutu dehors, c'est la geôle presque, c'est le Danemark, la Norvège, tous ces pays-là. Il y a une Martiniquaise. Il y a une Martiniquaise qui était ministre, rappelez-vous, et qui a été démissionnée parce qu'elle avait employé de manière un peu illégale, elle a toujours contesté cette version, mais elle a été démissionnée, elle avait employé de manière illégale une femme de ménage d'origine étrangère, clandestine. Oui, mais il y a la fameuse, comment ça s'appelle, le juge qui est franco-norvégienne, je crois. Ah oui, qui voulait être présidente en France, là. Qui c'est ça était écologiste, qui a été candidate d'ailleurs. En France, comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom. Mais Ouais. Avec un accent particulier. Ouais. Mais lorsque je vois des reportages sur la chancelière allemande, elle paye son loyer, elle paye son eau, son électricité, elle fait ses courses. On l'a montré avec son mari en train d'aller faire des courses, des choses comme ça. L'Allemagne est beaucoup plus grande que la France. On te dit le nombre de ministres qu'il y a en Allemagne. Tu te dis, mais pourquoi il y a une telle démesure en France? Et il n'y a pas plus de résultats que l'Allemagne ou que certains pays, quoi. Parce que la France, c'est un royaume. C'est un royaume. Il y a un roi qui s'appelle le président de la République. C'est ça. Mais Michel, tu ne devrais pas accepter ça, un roi en France. Tu ne devrais pas supporter ça, quand même. C'est le problème des Français. À partir du moment où il n'y a pas de roi en Martinique, Michel est tranquille. Non, mais tu as raison. Mais je crois que, par contre, il faut faire appel à l'histoire. La Révolution française a voulu instaurer la République, et pour asseoir l'autorité de l'État républicain, on a essayé de donner au chef de l'État et au pouvoir public le prestige qu'avaient les anciens rois. C'est ça la tradition. Hein. Et par conséquent, récemment, on a parlé de Gaulle. Et j'ai vu un très beau documentaire, d'ailleurs, sur France 2, il y a 2 ou 3 soirs, sur la conception de l'État de Gaulle. C'était une conception extrêmement, presque royaliste. Il ne faut pas oublier que De Gaulle, jeune, c'était un admirateur quand même des partis royalistes, notamment de Maurras. C'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps il a rencontré l'hostilité d'une bonne partie de la gauche, des socialistes, de Mitterrand, etc. Mais quand même, est-ce que vous pensez qu'un jour, un président français ou un gouvernement français réussira à réduire peut-être ce faste-là, quand même, il y a tellement de pays, le Danemark, la Norvège, tous les pays du Nord, là, lorsqu'on regarde les gouvernements, comment ces gens-là voyagent, comment ils font, avec quoi ils vivent, tu te dis, mais attends, mais pourquoi il y a une différence quand même? Il y a une culture différente. Il y a une culture différente. Enfin, c'est comme si tu voulais supprimer la bière ou la saucisse, j'exagère, en Allemagne. En Allemagne. Même déjà en Strasbourg. Non, je pense que ça fait partie de la culture. Ce sont des peuples différents. Les Français ont besoin de ça, quoi, pour vivre sereinement. Ils ont besoin d'admirer quelqu'un. Il ne faut pas oublier le modèle latin. C'est Rome. Ouais, tout à fait. Impérator. Le consul. Le premier consul. Le dictateur. Le dictateur. Ouais. Et ça, ça fait partie de la culture française. Donc on est parti pour longtemps. Mais avec tout ça. Ceci dit, alors il y a quand même eu des actes. Les différents présidents ont fait des actes symboliques en diminuant un petit peu le montant des émoluments, etc. Il y a eu quelques.
Oui, d'ailleurs, il faut rappeler ici qu'un président de la République, ça gagne 12 000 euros par mois et que c'est le dernier de la classe parmi les dirigeants du monde. Et puis, c'est aussi un des derniers de la classe quand on le compare à des gens qui sont dans la sphère économique, dans le privé. Donc, mais il dit c'est 12 000 euros net. Il ne paye pas d'électricité dans son château là, à l'Élysée. Oui. Il ne paye pas de voiture, il ne paye pas ceci, cela. Elle, la chancelière allemande, elle paye ses frais. Donc il y a quand même quelque chose qui interpelle. Je ne sais pas quel est ce qu'elle touche, mais comme dit, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Il faut comparer les chefs d'État. Bon. Mais chaque fois, Michel, dès qu'il y a un truc, tout le monde dit mais regardez comment l'Allemagne fait bien. Pourquoi cet exemple-là ne l'on parle pas? Oui, mais l'Allemagne, si on commence à faire des comparaisons, il y a des choses qui sont scandaleuses en Allemagne. Aussi. Donc il vaut mieux pas qu'on creuse. Faut pas qu'on creuse trop, par exemple, sur le fait que beaucoup d'hommes politiques allemands sont inféodés directement à des puissances capitalistes, qui aient des liens familiaux avec des grandes familles qui gèrent le pays. Il y a ça aussi. La corruption en Allemagne, elle est structurelle. Hein. Tout à fait. Avec notamment les barons de la drogue. Alors, le nom qu'on cherchait tout à l'heure, c'est Eva Joly. Eva Joly, très bien. Il dit qu'on est avec son auditeur sur les choses. Tu veux savoir avec qui Louis XIV prenait son petit-déj? Je demande à aider tout ça. Alors, l'élection du président américain, ça m'a quand même fait réfléchir à quelque chose. Vous allez me donner votre avis aussi sur ça. Pourquoi l'élection française? Enfin, pourquoi? Est-ce que l'élection à un seul tour, à un certain niveau, n'est pas préférable à cette histoire d'élection à 2 tours? Arrivé à ce stade-là, je parle de l'élection du président de la République, parce que l'histoire on voit bien ici en Martinique ce qui s'est passé pour la présidence de la 7e. Il y a eu 2e tour, donc il y a eu alliance. Est-ce qu'à un certain moment, des gens comme Marine Le Pen, c'est pas Marine Le Pen en nombre de militants, elle est bien placée, et c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de députés ou des choses comme ça. Donc en fait, en tout cas sur l'élection présidentielle, je me suis demandé mais pourquoi en France on fait un 2e tour en fait? Le premier arrivé, c'est lui, et puis il fait son gouvernement avec ses gens. Non. Au premier tour, on choisit. Au 2e tour, on élimine. C'est ça. J'ai toujours entendu ça, oui. Mais il faut expliquer, il faut qu'on explique ce que ça veut dire. Je donne mon explication. Oui. Mais mon explication est la suivante. C'est que le champ politique français est beaucoup plus diversifié que le champ politique américain. Bon, aux États-Unis, même s'il y a des candidats indépendants, il y a 2 grands partis qui structurent le débat politique. Les républicains et les démocrates. Bon, en France... Alors les républicains sont plutôt à droite, à gauche? À droite. Et les démocrates sont plutôt à gauche. Plutôt au centre. Ça a changé. Hein. Bon. Oui. Ça a changé, puisque au 19e siècle, et même jusqu'à la moitié au début du 20e siècle, les démocrates étaient positionnés à droite de l'échiquier politique. Il faut rappeler que les démocrates, c'était des racistes profonds et partisans de l'esclavage. Tout à fait. Il faut rappeler ça. La guerre de sécession. Voilà. Et les républicains, au contraire, alors les républicains étaient au nord et les démocrates au sud. Ok. L'un des grands républicains, c'était quand même Lincoln, celui qui a aboli l'esclavage. Voilà. Et qui a mené la guerre de sécession. Ouais. Tout à fait. La guerre de sécession. Ouais. Et après, ça a basculé, puisque ce sont les démocrates qui ont pris en main les lois, par exemple, anti-ségrégationnistes, qui ont aboli la ségrégation dans le Sud, qui était dominée toujours par les démocrates. Celui qui a succédé, d'ailleurs, à John Fitzgerald Kennedy, qui, par ailleurs, a mené la guerre au Vietnam. Lyndon Johnson. Et c'est lui qui a fait un certain nombre de lois pour anti-ségrégationnistes. Après Kennedy, c'était quel nom? Lyndon Johnson, qui était vice-président. D'accord. Qui était vice-président de Kennedy, et quand Kennedy a été assassiné, il lui a succédé. D'accord. Bon, mais par contre, c'est lui qui a
qui a boosté la guerre du Vietnam, qui a enlisé les États-Unis dans la guerre du Vietnam. D'accord. Donc tu expliquais l'histoire de Alors, de à mon avis, bon, la tradition française, c'est que, en tout cas aujourd'hui, même au début du XXe siècle, c'est qu'il y a quand même une diversité de courants politiques, hein, de la droite à la gauche, bon, depuis les royalistes jusqu'à dans les années 30, il y avait des partis royalistes. En 1934, il y a même une tentative de putsch royaliste en France, 1934. Bon. Et puis, tu as les différents courants de la droite orléaniste, la droite... Bon, à l'intérieur même de la droite, il y a différents courants. OK. Bon. Et puis, tu as les partis, disons, démocrates chrétiens, qui étaient auparavant, qui sont maintenant qui sont représentés par le gars de Pau, là, qui n'ont... Bérou. Bérou. Ouais. Bon, c'est une partie qui se dit centriste, mais enfin qui penche plutôt vers la droite. Bon. Okay. Ça tient aussi. Alors Michel a raison, ça c'est clair. Aux États-Unis, le bipartisme interdit le deuxième tour, ça n'a pas de sens. Avec qui tu fais alliance avec toi-même, parce que il y a de nouveau l'autre, donc c'est réglé au premier tour. Il y a en France cette diversité qui nécessite, parce que le jeu des alliances fonctionne, même au niveau des électeurs, ce sont des masses électorales qui s'allient implicitement avec d'autres masses électorales pour élire un président. Et ça, c'est aussi une tradition latine. C'est aussi une tradition latine par rapport à une tradition anglo-saxonne. Il n'y a pas de deuxième tour en Allemagne, il n'y a pas de deuxième tour au Royaume-Uni, il n'y a pas de deuxième tour, etc. Tandis qu'en Italie, en Espagne, la combination, en Grèce... ça va très loin. Ça va très loin. Hein? Le mot combinationné, c'est italien. Ça veut dire combinaison, attention. Oui, ça veut pas dire combiner. Le florentinisme. On disait que Mitterrand était un florentin. D'accord. Qui avait l'art de savoir s'allier. Du compromis. Du compromis. Ça préserve quand même. Il faut quand même rappeler ça, parce que bon, là, on a tendance à dire ouais, mais il y en a qui sont brillants et pragmatiques, les anglo-saxons, et puis il y en a qui sont plus ou moins des fumistes. Non, la démocratie est née dans le Sud, hein. Elle n'est pas née dans le Nord. Ouais. La notion même de démocratie. La Grèce et Rome. Le pouvoir du peuple. Oui. Démos est né dans le Sud. Donc c'est bien les Grecs et les Latins. La République est née à Rome. Faut pas oublier ça. On ne faisait appel au dictateur. Donc c'est le dictateur, en fait, au départ, c'est pas du tout l'acception qu'on a aujourd'hui du dictateur à Rome. Dictateur, en plus, il était nommé pour un temps déterminé. Et quand son temps était arrivé, on le nommait par exemple pour 6 mois, et après on le virait. Donc c'était ça. D'accord. Et donc ces combinations-là sont à la base même de la notion de démocratie. Il y a un très beau film de Russell Crowe qui s'appelle On voit un empereur. Gladiator. Ouais. Bon. Dans ce film, il faut le voir au deuxième. Bon, le film est très beau, bon, au niveau de l'intrigue. Mais en même temps, il y a une analyse de la société romaine. Bon, l'empereur qui meurt et qui c'était un César, un dictateur, mais c'était un démocrate. Ouais. Bon, et son fils, lui, devient un impérateur, un type un peu fou en plus. Donc, oui, dans l'histoire. Et on voit dans le film le Parlement, les patriciens, c'est-à-dire ceux qui étaient, mais qui s'opposaient au pouvoir du dictateur, de César. Ouais, mais il faut rappeler que dans l'histoire romaine, le dictateur est arrivé très tard. Ce n'est qu'à la fin que l'empereur, le premier c'est Auguste, l'empereur prend le pouvoir.
et garde le pouvoir avec une dynastie. Là, C'est tu pas parles du tout du ça. vrai dictateur, là, le dictateur d'aujourd'hui. Oui, voilà, D'accord. il ressemblait plutôt à ça. Et il y a D'accord. eu une espèce de dynastie. Oui, Mais Ouais. tout à fait. Ah ben, nos téléspectateurs vont être contents parce que c'est une page d'histoire. Hein. J'apprends aussi, en même temps que vous, chers téléspectateurs. Mais on apprenait ça. et on a appris ça, eux ils l'ont oublié. Nous, de temps en temps, on regarde des séries où on lit des bouquins sur ça. Ouais. Mais ce genre de truc qui était enseigné dans les années 60-70 à l'école française. hein. Ouais, Tout à fait. ouais. On traduisait Cicéron, Sénèque, et on apprenait tout ça. Ouais, ben, Enfin, on n'apprenait pas les Caraïbes puis Oui. l'esclavage. On préférait, à l'époque, ils préféraient nous apprendre nos ancêtres les Et c'est Gaulois et les Gaulois, Romains. Et ce n'est qu'après que nous avons découvert, avec les professeurs comme Jacques Adélaïde Merland, qui était un Martinico-Guadeloupéen, qui m'a initié à l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe. bien. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette page d'histoire. C'est très, très intéressante. Alors, aujourd'hui, le Premier ministre est venu parler. Fallait-il qu'il le fasse, en fait? Parce que je ne sais pas s'il a annoncé quelque chose de... Mais il avait promis. Oui, mais... Il avait dit on fera un point Tous les 15 jours. à mi-parcours. Il y a eu 15 jours, il est venu, il a dit bon, messieurs, on Mais continue. il n'a rien annoncé, hein. Oui, il a annoncé que c'était. Ça continue, encore 15 jours. Ah ouais, non, mais il y avait des types qui pensaient, notamment les commerçants, Qu'on allait mollir qui au pensaient bout, qu'on allait mollir au bout. Ouais. Mais Boga dit non, hein, c'est 2 semaines supplémentaires. Et puis, attention, il a déjà parlé de Noël. Mais Oui, bon, le préfet de Guadeloupe a été plus rapide que lui. Vous vous rappelez, le préfet de Guadeloupe Noël a et dit non carnaval. seulement pas les Noël, mais en plus, pas gagner carnaval. Ce sera extrêmement difficile, Non, mais je pense. moi, je m'excuse, je vais être extrêmement tranchant sur cette histoire. Le conseil scientifique et les scientifiques considèrent que ce confinement est trop mou. Ouais. Et que le risque, c'est qu'on n'arrive pas à juguler suffisamment la circulation du virus pour, au 1er décembre, déconfiner. Et qu'on soit obligé de reconfiner. Non, mais c'est parti pour un reconfinement. Hein. Bon. C'est Donc, reparti. d'autre part, j'invite ceux qui nous écoutent à ne pas simplement focaliser le regard sur la France et sur la Martinique. Il faut regarder ce qui se passe en Europe et dans le monde. Et je les invite à lire Justice. Dans Justice, depuis le mois de mars, nous relatons ce qui se passe en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'il y a des quantités de pays qui sont en train de reconfiner et de prendre des mesures drastiques contre cette deuxième vague de virus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut s'informer scientifiquement pour ne pas être désespéré. Pour la première fois dans l'histoire, les sommes qui ont été investies dans la recherche à partir de 2020, février-mars 2020, sont considérables. Et il n'y a pas seulement le vaccin de Pfizer. Il y a toute une série de vaccins qui sont arrivés à la phase 3. C'est-à-dire que, alors, c'est une course, bien sûr, il y a une concurrence. Et le risque, c'est que pour aller vite, Pour aller vite, pour gagner de l'argent aussi. pour gagner, bien sûr. Le premier qui va trouver... Bon, mais ceci dit, moi, ce que je retiens le verre, je suis de ceux qui retient, je préfère le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Ce que je note, c'est que la recherche va vite. Et que d'autre part, ça c'est pour la question vaccin. Bon. Au point que l'Europe est en train d'acheter 300 millions de doses à Pfizer. Et que le Parlement européen est en train d'exiger un accès, disons, démocratique au vaccin. En demandant justement ce que tu dis là, de la transparence, le coût, la production, quels moyens, etc., etc. Donc le débat dans le Parlement, notamment les écolos, porte un débat sur la sortie de Big Pharma, ok, de s'échapper à la dictature des grosses boîtes, des grosses firmes pharmaceutiques. Bon,
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement il y a le vaccin, mais il y a les médicaments qui sont en train de progresser. Par conséquent, c'est une question de philosophie. La philosophie, c'est que si dans les pays, on fait preuve de bon sens, de discipline, on peut vaincre le virus. On peut vaincre le virus. Et ce n'est pas en faisant de la démagogie, il n'y a pas de possibilité de vaincre le virus en faisant croire aux gens qu'il n'y a pas d'effort. Ouais. Alors, en parlant de vaincre le virus, je voulais juste ajouter qu'à Sainte-Lucie, ils ont leurs 2 premiers morts, alors que ça faisait un moment où ils pensent, enfin, tout le monde disait que Sainte-Lucie, oui. Saint-Vincent, tout ça, c'était des pays qui n'étaient pas touchés. Ou alors... Barbade. Barbade, Barbade, ouais. Bon, par conséquent, il faut... C'est le pays où ton cousin est Premier ministre, là. Non, c'est pas ça. Sainte-Lucie. Ben oui, Sainte-Lucie. Sainte-Lucie. Ah oui, je vais parler de Sainte-Lucie. Par alliance. Par alliance. Non, il y a un responsable de l'administration Trump qui a viré de bord, qui a dit que Trump se trompait et qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les décès liés au Covid, c'est comme si 2,747 tombaient tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est 1000 morts chaque jour. Ok. C'est 2,747 qui tombent. Et il disait, je ne suis pas sûr qu'on accepterait l'idée que de toute façon, il y aurait 2,747 qui tomberaient du ciel tous les jours. 272 000 morts aux États-Unis. Et en fait, je pense que les gens n'ont pas compris quelque chose. Il faut qu'ils se mettent dans la tête que ça va durer. Ok ? Sauf si on trouve un vaccin, ça va durer. Parce que c'est fini, quoi. Il faudrait des décennies pour que le virus puisse disparaître. Naturellement. Sans qu'on vaccine la population. Bon. Donc, c'est pas la peine de partir dans des délires, ça va passer. Et la deuxième chose qu'il faut leur dire, c'est que plus il y a de gens dehors, plus il y a de contamination, donc plus il y a de morts. Donc, par exemple, nous, on est impactés dans mon activité économique, on est impactés, mais bon, on essaie de s'organiser, etc. C'est ça qu'il faut faire. L'idée, c'est quoi ? C'est ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui disent, ouais, mais les petits commerces, etc. Bon, j'ai expliqué la dernière fois qu'il y a beaucoup de petits commerces où les gens sont tout seuls, ok ? Et que ce que le gouvernement devrait faire, c'est considérer que ces gens, ils ne peuvent plus se nourrir, et contrairement aux salariés, ils ne bénéficient pas du chômage partiel. Donc il faudrait créer un revenu chômage partiel pour les indépendants. C'est ça la première chose à faire. Mais le commissariat au plan est en train d'étudier ce qui avait été refusé. C'est l'ancien Premier ministre. L'instauration de revenus universels. Hein. C'est l'ancien Premier ministre de Hollande, je crois. Non, mais Béraud. Non, c'est Béraud. Ah, c'est Béraud. Donc, c'est Béraud. Cette notion de revenu universel, qui est d'ailleurs dans l'équipe de campagne de Biden, qui a récupéré une partie de l'équipe de Bernie Sanders, a récupéré l'idée du revenu universel. Mais bon, ici, ce qui est important, c'est de dire, c'est quoi la situation ? La situation, c'est que un commerçant, quand il a des salariés, il les met au chômage partiel. Donc il ne paye pas les salaires des gens. En tout cas, s'il fait l'avance, une petite partie. Il est remboursé à 84%, on va dire ça comme ça. Bon. Il ne paye pas les charges sociales et patronales, puisque la Sécu a dit, bon, on a dit à il paye un tiers du loyer. On a dit à la Sécu, bon, on est fini avec ça. Laissez-les mecs tranquilles, bon. Et il peut toucher jusqu'à 10 000 euros venant directement du Fonds de solidarité de l'État. De l'État. Ok, bon. C'est pas suffisant et bien évidemment, ça traduit une situation. Par mois. Ouais, par mois. 10 000 par euros mois. Par mois. Ah, bon sûr. Ouais. C'est clair que c'est impactant et c'est même destructeur, mais il y a des gens qui disent mais pourquoi on n'ouvre pas les commerces non essentiels ? Ben, on est bien d'accord qu'il y a plus de commerces en nombre non essentiels que de commerces essentiels. Si on ouvre les commerces essentiels, non essentiels, le nombre de gens dehors va
augmenter encore plus. Parce que les gens vont... Tu peux pas... Si c'est ouvert, c'est que tu peux y aller, même si tu as des contraintes. Donc, en fait, il faut réduire de manière drastique le nombre de personnes en circulation. Parce que plus tu as de gens dehors, entre guillemets, plus le virus est dehors. Circule. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui auraient dû être prises, à mon avis. Mais bon, là encore, je le répète, je l'ai déjà dit ici, on l'a déjà dit, l'hypocrisie d'un certain nombre d'hommes politiques locaux a empêché ces prises de mesures. L'une des mesures radicales pour empêcher que les gens bougent, c'est le couvre-feu. Quand mettez en couvre-feu, ce qui est le cas Ce qu'on a fait en Guyane. En Guyane. D'ailleurs, il y a un modèle économique qui a été étudié, un modèle scientifique qui a été publié par un certain nombre de gens de l'INSERM, etc. Sauf que il souligne quand même que ce modèle fonctionne parce que le territoire guyanais est étendu et qu'il n'est pas sûr qu'appliquer ça dans certaines métropoles françaises ou bien dans des îles comme la Martinique, que ce modèle fonctionne. Il faudrait l'adapter. Mais néanmoins, ce fameux couvre-feu extrêmement dur, a permis de faire chuter le nombre de cas. Mais nous, pourquoi le nombre de cas n'a pas explosé? Parce qu'on a eu à la fois du confinement et je vous le rappelle, du couvre-feu. Ouais. Au bout d'un moment. Sur le premier confinement. Donc, il faut dire aux gens la chose suivante. Il n'y a pas d'autre moyen d'échapper au virus que le vaccin. C'est clair. Parce que, je le rappelle, il y a des gens ici qui font semblant de ne pas le savoir, mais il y a eu H1N1 et H1N1, au bout d'un moment, les gens ont dit, bon écoutez, il y a un vaccin. Les gens ont dit, nous pas qu'à vacciner, quoi, nous. Vous vous rappelez de ça? Nous pas qu'à vacciner. Ah bon, vous n'êtes pas qu'à vacciner? Ah ben roulez. Ah ben rouler, ça veut dire c'est libre. Hein. Donc vous pouvez vous contaminer allègrement. Ah ben, en Martinique, c'est entre 100 et 150 morts par an, chaque année. C'est ça. Et en France, c'est entre 10 000 et 15 000 morts chaque année. C'est exact. Donc sur 10 ans, ça fait 150 000 morts. Ok. Là, on est à 40 000 morts pour le Covid. 150 morts en Martinique pour le H1N1. H1N1, ouais, la grippe H1N1, on est à entre 100 et 150 personnes par an. Qui n'ont pas été vaccinés. Et là, oui. En France, on est à 42 000 morts pour le Covid. Ok. Contre 150 000 morts avec... Ok. Ouais. Vous savez, les mêmes personnes qui disent qu'il faut ouvrir. Le jour où nous sommes à 37 morts. Je lisais le dernier. 37. Si nous passons à 100, à 150, les mêmes personnes diront que ceux qui ont pris cette décision ont tué des Martiniquais. C'est des criminels. Oui, mais bon, Michel, excuse-moi de dire ça, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais on ne comprend pas à ce moment-là, d'après ce que vous êtes en train de dire, pourquoi le président Marie-Jeanne a écrit au président français pour dire de laisser ouvert pour la Noël, pour les chanter Noël. Parce que ça va à l'encontre de ce que vous êtes en train de me dire, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû... Il avait peut-être dû écrire quelque chose, puis il y a quelqu'un qui est passé qui a mis chanter Noël dans la lettre. Hein. C'est ça qui fait. Non, Alfred n'a pas pu écrire ça tout seul. C'est pas possible. Non, quand je vous écoute là, ça va à l'opposé. Il y a quelqu'un qui a changé le truc pour dire mettez les chanter Noël dedans. Ok. Bon. D'accord, nous sommes d'accord. Donc, dans la droite ligne de ce que vous dites, il faut éviter la circulation. Donc, il faut éviter Noël, il faut éviter Carnaval, les grandes Mercury Beach qui va être là. Donc, il faut arrêter plutôt ça. Je crois que je vais ajouter une note patriotique. Nous sommes un petit pays. Nous sommes une île. Nous avons une densité de population 2 fois et demi supérieure à celle de la Guadeloupe. Notre population est concentrée dans un espace restreint. Chelcher, Fort-de-France, Lamentin, Ducos. Et Robert, 200 000 personnes. Ok. Robert ? Ouais, tu mets Robert. Robert, c'est notre population, plus de 30 000 habitants aujourd'hui. Notre population, en grande partie grâce au progrès, etc., mais c'est quand même dans des HLM. Notre population, en majorité, les habitudes de consommation
qu'on l'on veuille ou pas, c'est plus de 50% dans les grandes surfaces. Ouais. OK? Bon, autrement dit, nous avons les conditions supérieures quand on fait des comparaisons à la Guyane et à la Guadeloupe pour que le virus circule. Ce sont ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Ouais. Bon. Il y a un autre élément d'explication, parce que je pense que là où effectivement les autorités pêchent, c'est dans l'explication. Voilà. Il y a un autre élément. On a dit tout à l'heure que plus il y a de gens qui circulent, plus il y a de virus. Donc moins ils circulent, moins il y a de virus. Il y a un autre élément d'explication. Pourquoi on leur demande de rester? Il faut être très clair. On leur demande de rester chez eux pour éviter de mourir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour éviter d'aller à l'hôpital, prendre la place de gens qui ont besoin d'être hospitalisés. Ou être opéré, ouais. D'être opérés, d'être guéris. Parce que il faut quand même rappeler aux gens que c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'il n'y a pas d'autres maladies. Bien sûr. Donc quand on prend la place de quelqu'un en réanimation, parce qu'on a une détresse respiratoire, c'est ça, enfin, on n'arrive plus à respirer, voilà, c'est ça le Covid. Ben, cette personne dont on prend la place, elle va peut-être mourir plus certainement que quelqu'un qui a une détresse respiratoire de 2 ou 3 jours, par exemple. Donc, cette information doit être diffusée. Nous, notre job, c'est de dire, ben voilà, vous irez prendre la place de gens, et peut-être de gens de votre famille, tout simplement, qui ont un cancer, qui sont diabétiques, qui ont des problématiques un AVC, et qui ont besoin d'être présents. Et je pense qu'il faut insister là-dessus pour dire aux gens, ben, écoutez, les hôpitaux ne peuvent pas indéfiniment augmenter le nombre de lits pouvant accueillir des urgences. Et à un moment en France, il y a un truc qui était quand même... C'était difficile. Les médecins devaient choisir qui va vivre, qui va mourir. Exactement. On en est presque là. Hein. C'est terrible, ça. Ce qui est terrible... Alors qu'à le serment d'Hippocrate. Tout à fait. Ce qui est terrible, c'est déjà terrible de choisir. Mais aux États-Unis, à New York, les types, ils n'ont pas choisi. Hein. Pas d'argent, pas de soins. Non, Ah mais bon. même, ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire que tu arrives à un stade où tu peux choisir, en France. Le Toubib. Okay. Le chef de service, on va dire ça comme ça. Mais aux États-Unis, le nombre de malades ayant franchi, à cause de Papa Trump, ayant franchi des seuils non attendus, les gens, on ne pouvait plus du tout choisir. C'est-à-dire que c'est plein. Ouais. Là, en France, c'était pas plein. On disait, est-ce qu'on met le type qui a fait un AVC ou est-ce qu'on met un Covid? OK? Là, aux États-Unis, c'est Covid, restez chez vous. Je vais faire de la publicité Je t'en prie. pour un journal. Le Fossanti d'aujourd'hui publie une interview très intéressante du docteur Guy Albert Ruffin Duhamel, directeur du groupement d'intérêt public, plateforme régionale d'oncologie. Oncologie, c'est le cancer de la Martinique. Il dit, en gros, qu'on va avoir une augmentation de la mortalité pour les cancers. Ouais. C'est pas un médecin. Hein. C'est pas un médecin. Ouais. Bon, c'est pas un médecin. Non, c'est pas un médecin. Mais il connaît bien son métier. Ouais. Mais il explique ça comment, en fait? Mais parce que il n'y a pas de place pour les opérer. On ne fait plus de dépistage. D'accord, ok, d'accord. Vous comprenez? Ok, bon. Ben... Donc il vaut mieux, quand on dresse un tableau comme ça, ben, il vaut mieux renoncer un peu, oui. Et plus on renonce fort, moins on renonce longtemps. Voilà. Effectivement, je pense que... Ouais, c'est vrai. Mais oui. Tu renonces fort, ça dure pas longtemps. Tu renonces tout doucement, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, de toute façon, tu vas renoncer plus longtemps. Et si vous voulez ne traduisez pas ce que Eddie vient de dire là, c'est autre chose. Hein. À ne pas mal interpréter. Oui. Non, mais ce qu'a venu de dire Castex n'a pas dit les choses brutalement. Mais Castex est en train de préparer l'opinion publique française à un reconfinement.
Ouais. En fait, je pense qu'il faut être plus sévère que ça. Et j'aime bien quand Michel prend son politiquement correct. Castex prépare la France à une longue période de reconfinement successif. Il y a qu'à mettre cette tout en bas de loi, là où presque à tout fait, il y a qu'à faire remonter, et puis là où on prend belle bol air, il y aura une descente. Voilà, donc messieurs, préparez-vous, mettez des trucs de côté, mais c'est monter, descendre, monter, descendre. Non, et je reviens à la vie de septembre du Conseil scientifique, c'était beaucoup. Il préconisait des mesures beaucoup plus drastiques. Ouais. Donc, Enfin. On ne peut pas se sauver sans effort. Non, mais quand tu parles du Conseil scientifique, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Il me semble que Macron a toujours suivi l'avis du Conseil. Hein. Il me semble. Non, je te dis. Pas toujours. Et moi, je ne comprends pas aujourd'hui que l'ancien Premier ministre se retrouve aux assises, enfin des affaires, pas encore. Enfin, oui, mais bon. Il y a des enquêtes. Parce que ces gens-là, quand même, on peut pas les soupçonner d'avoir de manière malveillante fait des choses. Enfin, je sais pas, hein, mais moi, ça me heurte quelque part. Mais tu sais, Mano, c'est là que tu es dans la République française. Hein. Tu es dans la République française, une république de rouspéteurs. Oui. Non, mais c'est ça. Mais c'est pareil. Non, parce que... C'est pareil pour Raoult, là aussi. Regarde ce qui se passe en Asie. Ouais. Tout régime politique confondu. On va me dire la Chine, c'est une dictature. D'accord. Mais la Corée du Sud, et Taïwan, et le Vietnam, etc. Pourquoi? Explication de tous les spécialistes, culture confucéenne. C'est-à-dire que la conception de la société chez les citoyens, c'est le collectif l'emporte sur l'individuel. L'individualisme, ma liberté individuelle, bon, et je trouve, je fais un recours devant un tribunal administratif et je trouve un juge pour me donner raison. Oui, mais bon, il faut, là encore, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie. Il y a une démocratie avec une séparation des pouvoirs. Ok, on ne trouverait pas normal qu'on n'instruise pas les plaintes. Voilà. Déjà qu'on ne reçoive pas les plaintes, parce qu'il faut faire quand même un peu d'histoire. Au moment du sang contaminé, au moment du sida, il y a eu tout de suite un certain nombre de plaintes. Ben, les mecs, ils ont attendu 20 ans pour qu'on prenne leurs plaintes en place, en compte. Et rappelez-vous qu'il n'y a eu des procès que 20 ans plus tard. Ok ? Bon. Donc, pour éviter cette erreur-là, les juges se disent, bon, on va prendre les plaintes. Ouais, mais il est un peu tôt, on est en pleine épidémie. Et frère, comme l'épidémie va durer 10 ans, on nous prend, puisque ma pécaille prend plainte là en 2030. Ma prend plainte là, alors, une fois que tu as pris la plainte, tu ouvres des enquêtes. Voilà. C'est obligatoire. Tu convoques les gens. Tu peux pas prendre une plainte et puis dire, bon, ma plainte là, frère, et l'avocat qui a mis le système en place va dire, monsieur le juge, vous avez pris la plainte, ou le parquet, vous avez pris la plainte, vous faites quoi? Donc, on ouvre des enquêtes, ce qui est en cours. Quand tu fais une enquête, tu convoques des gens. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Rassurons tout le monde. Il y a une enquête qui est lancée. On va auditionner un certain nombre de trucs. Le juge va ouvrir son tiroir. Il va mettre ça dedans. Il va fermer. Parce qu'il va dire aux gens, attendez, on va pas faire un procès là, alors qu'on est dans l'épidémie. Donc, j'ai pris votre plainte, j'ai fait une enquête. On verra. C'est ça qui va se passer. Et ce sera la Cour de justice de la République, c'est-à-dire ce seront Ce sont des magistrats un peu spécialisés qui vont juger avec ou pas. Avec une participation de parlementaires. De parlementaires. Donc, il y a de très faibles chances que quiconque soit condamné pour une raison simple. C'est que si les types, on considère qu'ils ont mal géré la crise entre mars et, on va dire, mai, ceux qui vont gérer la crise là, ils ont plus de morts à leur actif, on est d'accord. Ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience, mais ça ne sert à rien d'avoir l'expérience. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais les premiers n'avaient pas d'expérience, ça leur est tombé dessus. Ceux-là, avec l'expérience, ils ont des taux
de mortalité beaucoup plus important. Donc c'est ça, il y aurait jugé il y aurait puni 2 fois plus. Et puis les autres là qui vini, non, ça n'a pas de sens. Mais c'est la démocratie qui fonctionne. Et Didier Raoul, là, le professeur de Marseille, on a porté plainte, déjà dans, je crois, ses pairs. Oui, le Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre, mais maintenant, il y a une plainte judiciaire aussi contre le gars. Oui. Je trouve ça quand même, pas ça. Monsieur, ça toujours, je le connais pas, c'est pas mon copain, mais monsieur, c'est de renommée mondiale, il s'est toujours battu, il a fait des choses. Ah oui, il a découvert de très nombreux virus, mais bon, tu sais, au bout d'un moment, et nous on en sait quelque chose, quand tu as une caméra en face de toi et un micro, peut-être qu'il dérapait. Oui. Il est devenu une star des trucs, et puis il est parti. Parce que c'est ce qu'on lui reproche. En fait, les gens qui l'ont attaqué lui reprochent ça. Parce que je crois que le terme est très dur, en plus, c'est charlatanisme. Charlatanisme. Mais oui. Tu te rends compte? En fait, tu as vendu un médicament qui, en fait, était de la poudre de perlimpinpin. C'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche, ouais. Alors qu'avec son truc, là, il a quand même guéri des gens. Enfin, non, justement. Enfin, moi, j'ai entendu une étude hier. On t'a dit effectivement sur 100 personnes, il y a peut-être 90 personnes qui n'ont pas eu de résultat, mais il semblerait que 10 personnes en aient eu. Oui, le problème. C'est ce que j'ai entendu hier dans les grands médias français. Oui, Mano, si c'était vrai, on n'en serait pas là. Tu es d'accord avec moi? Chaque Français prendrait son cachet de chloroquine le matin et on n'aurait pas autant de morts. Et tu n'aurais pas à Marseille? Oui, Marseille. À Marseille, une flambée. Bon, alors. Non, ça, très clairement. Il a quand même dit que le virus allait s'évanouir à moment d'été. Tu peux pas dire des choses comme ça. En clair, micro, caméra, ça va faire mon déraper. Je comprends pourquoi certaines personnes refusent de venir à... Ils ont peur de ça. Non, il faut Quand il est comme ça, c'est que ça va être sévère. Non, je pense, très franchement, qu'il y a une éminente responsabilité des scientifiques, et ça s'appelle l'éthique. C'est-à-dire que, précisément, plus tu as de la renommée, plus tu as des titres. Il y a un professeur japonais qui avait dit que le virus avait été créé par la Chine. Ouais. Il avait été ambigu. Et puis, sur la base d'une étude qui n'avait pas été homologuée par les pairs. Parce que pour qu'une étude soit validée, il faut qu'elle soit validée par les pairs. Oui. Et après, elle est publiée dans une revue scientifique qui la valide. Et après, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il s'est dédié. Ou peut-être comme Eddie dit, peut-être que c'est un fusil qu'on a mis sur sa tempe, non? Non, par conséquent, non. Il a dit, je me suis trompé. Ok. Ouais. Non, je pense qu'il faut... C'est intéressant, ces échanges. Et le débat est intéressant parce que, en fait, les gens considèrent que la peur ne doit plus faire partie... La peur, la mort, la faiblesse ne doivent plus faire partie de notre existence. Et ils oublient l'histoire. Ils oublient des décennies... voire des siècles d'épidémies. Je veux dire, on a su se battre contre des virus ou des bactéries parce qu'on a mis nos énergies, nos intelligences en commun, etc. Mais le temps de trouver... je rappelle quand même que on lutte contre les bactéries grâce aux antibiotiques, mais les antibiotiques, c'est là, quoi. C'est le XXe siècle. Avant, il y avait quoi? C'est 1946, la pénicilline. Pierre et Marie Curie, c'est ça? Non. C'est Marie Curie, c'est tout ce qui touche au nucléaire. Non, les gens nous disent qu'ils n'ont pas envie, que c'est pas normal. Il faut simplement leur rappeler que, par exemple, face au cancer, on est aujourd'hui mieux qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est, on va dire, 6 cancers sur 10
s'ils sont pris à temps, sont guéris. Oui. Mais il y a une époque en Martinique, les gens mouraient du cancer ou des AVC, ils étaient qu'à dire, ils ont fait mal, ou bien ils font congestion, ou bien il y a un qui réveille, tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est les années 50, 60, 70. Même aujourd'hui, dans certaines parties de l'île, les gens croient dur comme fer à la superstition, au mal, etc. Et on est dans cette époque-là. Il faut que les gens se disent, il n'y a pas d'immédiateté de la réponse. Parce que l'immédiateté de la réponse, c'est Internet, c'est ça. Tu disais ça tout à l'heure sur Eva Joly. Oui, Google, mon meilleur ami, pas ni bien ce problème. Mais là, comment c'est tout ces crachés poumons, pas ni Google, mon meilleur ami. Hein. Il n'y a pas d'immédiateté de la réponse. On redevient humain. Et là, on est dans un cadre de fragilité et tout comportement délirant de yaka, faucon, machin, il faut qu'on revienne à de l'humilité. Et moi j'ai trouvé, je vais encore me faire des potes, j'ai trouvé la demande guerrière des tenants de l'Église catholique pour qu'on réouvre les églises particulièrement dangereuse. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux pas faire des messes en fait. Tu veux faire des messes d'enterrement. Tu veux faire des messes d'enterrement. C'est ça que tu veux faire. C'est la même chose que Trump avec les évangélistes. Hein. Il y a un moment, tu peux pas. Je veux dire, il y a un moment, tu peux pas répondre à la pression populaire par ce qui s'apparente à de la démagogie. Je veux dire, mais tu te rends compte, il y a un gouvernement qui essaie et des autorités qui essaient de protéger des gens, et puis tu as des gens, dont l'intérêt est, je me demande quel est l'intérêt, quoi. Ok. Mais la défense des intérêts particuliers. Et je reviens à ce que cette excellente émission sur le général de Gaulle, et à un moment donné, où l'État doit dépasser les intérêts particuliers. L'intérêt général, ce n'est pas la somme algébrique des intérêts particuliers, c'est quelque chose qui est au-dessus. Et dans le cas particulier, il s'agit de la santé, de l'intérêt du peuple martiniquais. Ça dépasse la somme des intérêts particuliers. Ce que Michel dit est fondamental, et on en verra l'expression la plus parfaite quand Biden va prendre la décision d'imposer aux États le cloisonnement et l'absence de circulation entre États. Les États américains. Les États américains. Ça veut dire que tu es en Californie, tu vas rester en Californie. Ou pas qu'il y a les pièces côté. Et c'est le seul moyen d'arrêter l'épidémie. Parce que aux États-Unis, les États-Unis disent la vérité. Voilà, c'est ça. C'est une démocratie, donc tu peux pas empêcher les gens, ils ont ça dans leur ADN, de dire la vérité. En fait, l'État essaie de cacher, ou les États essaient de cacher. En Union soviétique, entre guillemets, en Russie, c'est plus compliqué. En Chine, c'est même pas la peine. Tu essaies de dire la vérité, tu te fais massacrer. Bon, donc les États-Unis, c'est bien l'endroit où il y aura le plus de morts. Il y a peut-être des pays où il y a plus de morts, mais on ne le saura jamais. Mais c'est là où il y aura le plus de morts. Au Brésil, par exemple. Au Brésil. et tu verras, au Brésil, c'est une catastrophe. Et tu verras que l'État fédéral va dire, monsieur, ça suffit. On arrête les conneries. Parce que si Trump avait pris la décision de cloisonner les États, Trump prend une excellente décision un jour et tout le monde lui tire dessus. Il dit, nous allons arrêter les vols venant de l'étranger. Et c'est une décision fondamentale. Ouais. Il dit, on arrête les vols sur l'Europe. Il la prend mal. Parce que les mecs, ils vont au Canada. Au lieu de faire New York-Paris, il y aura fait New York-Canada, parce qu'ils ne ferment pas les vols sur le Canada. New York-Montréal, Montréal-Paris. Ouais. Bon. Mais il prend une décision qui est excellente. Et on lui dit, ouais, mais bon, comme le virus est déjà rentré dans le pays, on fait comment? Bon, mais non, on ne peut pas attenter à la liberté de circuler aux États-Unis. Mais regarde. Ouais. 2 Boeing 747 par jour. Alors, on va parler de l'INSEE. Je crois qu'il y a un truc intéressant dont vous voulez parler de l'INSEE. Mais juste avant, j'ai remarqué que les parlementaires, enfin les députés, ils sont parlementaires, mais les députés, oui. les 4 députés martiniquais,
ils ont signé une lettre commune au ministre de l'Intérieur sur l'état de catastrophe là, de ce qui vient de se passer en Martinique. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, c'est bien que, quel que soit le bord des parlementaires ou des gens qui s'unissent pour la Martinique. Ça, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas ce que Darmanin va faire, mais en tout cas, j'ai vu que ça a été signé par tout le monde. Ouais. J'ai vu également que Marie-Jeanne, aujourd'hui, a fait la même démarche. Ouais. Donc, effectivement, de déclarer l'état de catastrophe naturelle, au moins pour la partie de la Martinique la plus Parce que la la plus Martinique touchée. a vraiment souffert. Ah là, oui. Vraiment, Ah oui. parce que Ah oui. là, Ah oui. c'est le nord, là, c'est... Le Nord. Non, je vous rappelle quand même que ces scènes, Ah oui, j'avais même pas vu qu'il nous passait des images. Ouais. je vous rappelle que notre histoire est parsemée de ce type d'événements. Hein. Oui, Vous vous rappelez du lotissement au François. plein soleil au François, ou je sais plus, je crois que c'est soleil levant, enfin quelque chose comme ça. Au François, quand on va vers la marina, on a vu des maisons Oui, oui, partir, ouais. s'écrouler. Mais là, on a à Montgérald. Ouais. Montgérald aussi. Oui, vous vous rappelez Ouais. Vous vous rappelez de Morne-Calbas. Oui, c'est ça. Toutes les Ouais. maisons, Ouais. toutes les maisons sont parties. Et c'est pas fini. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les gens disent, ah ouais, vous êtes campé chez nous construit, qu'ils a fait zone rouge, qu'ils a fait, vous vous rappelez de ça? Il y a eu un glissement de terrain monstrueux à Sainte-Marie à l'époque. Il y a des dizaines de familles qui ont été relogées. Ce risque-là, il est inhérent au tropique, quoi. Ouais, Quand tu as un nuage qui reste, un énorme nuage qui reste immobile. 2 heures sur ta tête, tout fout le camp. Ouais, tu as- ouais, Alors là, je ne sais pas. tu sais où ça Non, se non, je ne trouve. sais pas où ils n'ont pas mis les noms, puisqu'on a fait ça au dernier moment. Mais j'ai vu Ça, c'est cher épice au Robert. au Robert, Ouais. au Verpré, entre Au Verpré et Verpré, Robert. au quoi. Verpré, ouais. Et quand j'ai vu à Rivière-Lon le débordement de l'eau là, au Gaumont, on en a d'énormes problèmes aussi. Hein, Ouais. Non, mais si tous les politiques peuvent faire que l'État français réagisse vite pour l'état de catastrophe naturelle, pour que les assurances éventuellement... Absolument. Moi, je pense que puissent, c'est Non, mais c'est une démarche nécessaire. Ouais. non, le fait qu'ils aient fait ça, qu'ils aient pris la décision de signer ensemble une lettre, une demande, c'est le début de la prise de conscience. Il ne faut pas être pessimiste. Hein. Face aux choses sérieuses, importantes, fondamentales, la Martinique a toujours su faire preuve de solidarité. Hein. Je répète, les gens qui voient ces images-là, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il y en a à côté d'eux qui ont déjà vu, vu des choses terribles. Je crois que c'est la Jamaïque. On te montre un endroit où le truc est cassé, puis il y a des maisons en bas, et le terrain est en train de descendre. J'ai vu ces Énorme. images-là, effectivement. Énorme. Tu vois ça, on va dire bon Dieu. Et vous avez vu ce que le cyclone ETA a fait. Oui. Il a tapé le Nicaragua, il a tapé le Guatemala, il a rebondi, il a été tapé Cuba, Et il redescend. Enfin, il a tapé la Jamaïque, Ouais, il a tapé Cuba, et il a fini en Floride, quoi. Il a explosé la Floride. Ouais. Ouais. Enfin, donc, au nom de tous, la Zouk Télévision, du kiosque, courage, force et puis courage pour tous ces gens qui ont tout perdu un instant. Moi, je pense qu'il faut leur manifester notre compassion, notre solidarité. Compassion, ouais. Bon, je pense qu'il faut quand même signaler la mobilisation Les équipes. des équipes de la CTM et surtout du STIS, qui ex-STIS, les pompiers. Les pompiers, mais les municipalités aussi ont les quand même municipalités réagi. aussi. Et puis les voisins. Les voisins, ouais. Parce qu'il y a des vraiment. gens qui ont accueilli chez eux Tout à fait. des tout à voisins fait. qui n'avaient plus de maison. Et là, ce qui s'est passé au Robert, ce sont des gens qui se sont arrêtés pour tirer la dame dans la voiture. Ah bon? Ouais. C'est des C'est automobilistes. au Galion, en bas du Galion. En bas du Galion. Donc vraiment, c'est là qu'on voit que... Oui, il y a des traditions. Ouais, il y a des traditions. Ouais. Dans lesquelles il faut s'ancrer, se ressourcer. Bien. C'est pour ça que je vous recommande un bouquin qui s'appelle Humanité et qui alors c'est un pari, hein, c'est l'auteur,
je vais retrouver son nom, je l'avais recommandé lors de la dernière émission Politiquement Incorrect, dit que fondamentalement et historiquement, les hommes sont bons. Contrairement à ce qui est répandu, et on le dit ici régulièrement, l'histoire indique très clairement qu'on va plutôt globalement dans la bonne direction. La bonne direction. Ouais. Alors, concernant l'INSEE, c'est un document. C'est l'IEDOM. L'IEDOM, ouais. Oui, l'IEDOM. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui nous disent... L'IEDOM, c'est l'argent. C'est ça. Alors, l'IEDOM, c'est le représentant de la Banque de France dans les départements d'outre-mer. Voilà, c'est la thune. Mais qui joue un rôle supplémentaire, c'est-à-dire qui aussi fait des études économiques et statistiques. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Oui, alors pour ceux que ça intéresse, je pense que c'est important quand même. Je pense notamment à tous ceux qui décident. Parce que décider sans savoir, je ne sais pas si ça mène à grand-chose. Tout à fait. Et puis féliciter les gens qui travaillent pour savoir où nous allons. Il faut compter, faut compter, il faut étudier, et ces gens-là font un travail au quotidien formidable. Donc je pense notamment aux gens de l'IEDOM, mais je pense aussi aux gens de l'INSEE, et puis à l'ensemble des administrations, qu'elles soient locales ou nationales, qui nous apportent des éléments qui nous permettent de décider, qui permettent à Michel et ses amis de décider, ou au maire, etc. Et je pense qu'il faut lire cette littérature qui est pas forcément facile à interpréter ni même à comprendre, mais il faut la lire, et notre job c'est d'alerter. Donc vous allez sur le site de l'IEDOM, vous allez sur Martinique, IEDOM Martinique, vous allez dans publication, donc tout ce qui est publication, et vous prenez la note de conjoncture Du troisième trimestrielle. trimestre. Et là, il y a des informations qui viennent de sortir sur le deuxième trimestre, ce fameux deuxième trimestre de confinement et de restrictions absolues, notamment de couvre-feu. C'est là qu'on voit ce qu'on appelle enfin, ce que décrivent les journalistes, nous-mêmes ici, l'arrêt de l'économie, ce que ça donne. Et c'est terrible. Je vais vous donner deux chiffres, par exemple, sur les entreprises ont besoin de véhicules utilitaires, des camions, des choses comme ça. Mais pour vous donner un chiffre, les immatriculations de véhicules utilitaires au deuxième trimestre ont chuté de 43%. Les importations de biens d'investissement, donc par exemple des grues, des machines, des choses comme ça, c'est moins 38%, etc., etc. Donc quand on prend tous les chiffres les uns après les autres, on est dans un effondrement total de l'économie. Alors, je vais donner un chiffre à Michel, parce que Michel, le gouvernement de la Martinique, on va dire ça comme ça, la CTM, et les villes vivent d'une taxe qui s'appelle l'octroi de mer, Tout à fait. qui est basée sur les importations. Alors, les importations au deuxième trimestre, vous allez voir, on est à moins 25%. Ouais. On passe, je vais vous donner les chiffres, vous allez voir, parce que les pourcentages, je vois les gens. On passe de 600 millions d'importations au premier trimestre à 480 millions. Il y a une chute brutale, et ça touche tout, y compris le pétrole. C'est bien l'utilisation de pétrole qui est un signe d'une économie, aujourd'hui à Martinique évidemment, d'une économie qui fonctionne, parce qu'il y a du fuel pour faire tourner les machines, il y a de l'essence pour faire tourner les voitures, etc. Rien que sur l'importation de produits pétroliers, on est à moins 34%. Tout à fait. Non, mais alors ça a une incidence, puisqu'il parle des collectivités locales. Il y a au moins 2 taxes qui sont assises sur ces choses-là. Tu as l'octroi de mer. Bon, en gros modo, l'octroi de mer, c'est 7 à 9% du montant des importations, en moyenne. Bon, donc, on peut calculer le nombre de millions
qu'ont perdu les communes et la CTM. Oui, toutes les collectivités. Toutes les collectivités. Et puis, tu as la taxe sur les carburants, qui est assise. Ça, tu connais bien, c'est toi qui gères celle-là, je crois. Je gérais ça dans le temps, quand j'étais en activité. Mais la taxe sur les carburants, je la gère un petit peu à la CTM. Donc, ça veut dire que les collectivités sont prises dans ce qu'on appelle le phénomène de ciseaux. Et en même temps, je ne sais pas si le rapport le montre, nous avons une augmentation importante du nombre de pauvres. Nous avions 34 000 personnes relevant du RSA au 31 décembre 2019. Elles sont à peu près 39 000 aujourd'hui. Donc on a 5 000 pauvres de plus. Donc il a fallu, à la dernière décision modificative, abonder le budget de 19 millions de plus pour payer le RSA. Donc, d'un côté, on a les ressources de la CTM qui diminuent. Bon, et c'est là, je reviens à ce que je disais, il ne faut pas faire de la démagogie. Ouais. Non, mais je comprends. Et le gouvernement est en train de préparer. Alors, tu as parlé tout à l'heure des députés. Effectivement, c'est le moment d'être vigilant, parce qu'il y a bientôt, là, il y aura un projet de loi de finances rectificative numéro 4. On est en France à la 4e modification du budget 2020 pour tenir compte des effets économiques du confinement et aussi de l'impact de ces mesures sur les collectivités locales. Alors vous en êtes à combien là, CTM? De combien? Les lois modificatives. La décision modificative, c'était à 2. Vous avez encore 2. À mon avis, il y a une troisième qui vient. Il y a une troisième qui vient. Il y a une troisième qui vient parce qu'on sera obligé de tenir compte. Mais la réalité, c'est que pour le moment, le message important que je voudrais donner à nos députés, c'est que pour le moment, en l'état actuel du projet de loi de finances numéro 4, la compensation des pertes fiscales pour les régions à la Martinique, la CTM, elle est considérée comme une région. Alors, il y a une relative compensation qui est prévue par le gouvernement pour ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les communautés d'agglomération, Cap Nord, Cassem, Espace Sud, bon, relative. Bon, mais pour les régions, les présidents de région, M. Muselier, le gars de Marseille, là, de Baca, Bouglakabou et Gros Labou, et nous aussi d'ailleurs, parce que la compensation est insuffisante. Donc, c'est ça aussi, c'est ça les questions importantes. Hein? Mais oui. Ouais, il s'agit pas d'être que sur les tréteaux. Il ne s'agit pas juste de préparer les élections. Il faut dire les choses, parce que je vais aussi citer deux chiffres. Les gens du BTP n'ont pas arrêté d'alerter, etc. Les ventes de ciment sur la période en question, c'est moins 35%. Alors justement, je voulais te dire ça. Je vous dis ça. Avant, c'était sur le nombre de sacs de ciment vendus qu'on savait si l'activité était plus ou moins bonne. On continue. Et on continue à utiliser. Il y a aussi un autre indicateur qui est de plus en plus pris en compte, c'est les armatures métalliques. Ouais. Les armatures métalliques, parce que de plus en plus, notamment pour les immeubles, on n'utilise pas tellement de ciment, mais des armatures métalliques. Si vous voyez le truc qui se trouve à côté du collège, le commissariat qu'on est en train de construire. À Fort-de-France. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Alors ça s'appelle importation d'éléments en métal pour la construction. C'est moins 36%. Voilà. Et les attestations de conformité, ce qu'on appelle le consuel. C'est le type qui passe, qui te dit bon, c'est bon, vous pouvez habiter dedans, on va dire ça comme ça. Vous pouvez avoir de l'électricité. Ouais. C'est moins 27%. Donc en fait, tout le monde est impacté. C'est une chute brutale. Alors on avait des chiffres comme ça. On a eu des chiffres comme ça en 2009. Ouais. Mais ça a duré 34 jours. Là, on est parti pour... et on a mis 10 ans à remonter. 10 ans à remonter. Alors, tu imagines que parce que c'était déjà le cas au premier trimestre,
puisque Mars a ouais. explosé. Donc, les consuels au premier trimestre, c'est moins 47%. Hein. C'est encore plus brutal. Donc, il faut... Donc là, on est en train très rapidement de dépeindre une situation dont les conséquences vont être terribles, mais ça ne se traduit pas, c'est pas visuel, quoi. C'est pas visuel, mais ça va arriver. Les gens, Michel a donné des chiffres sur l'augmentation de la pauvreté, etc. Il faut vraiment que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas ajouter du désordre, c'est ça, du désordre social, on va dire ça comme ça, à une situation économique déjà difficile. Parce que pourquoi le gouvernement et nous-mêmes ici, on va dire, les gens qui ont une certaine autorité, on essaie de tenir les choses, parce que si on ne tient pas, on dit bon allez, on va aller, on finit d'une manière ou d'une autre sur des éléments de guerre civile. Alors ça a l'air d'être de la dramaturgie, mais c'est ça la réalité. C'est qu'au bout d'un moment, ça commence dans un quartier, parce que les gens en ont marre, ils brûlent des trucs, etc. Et puis après, c'est parti, quoi. Il y a du désordre civil, et tout le monde sait que les désordres civils sont plus meurtriers et plus injustes qu'une guerre. Ouais. La réalité, c'est que après le premier trimestre, le premier confinement, la Martinique est restée debout. Parce que précisément, il y a eu une relative discipline. Les collectivités, toutes, ont pris des mesures d'aide, de soutien, bon, bien sûr, avec des inégalités, etc. Mais enfin, grosso modo. Mais il y a eu un effort considérable de l'État aussi. De l'État aussi, ouais. l'État. Bon, quand même, bon, le chômage partiel, hein, a permis de maintenir. Bon, j'ai eu un chiffre par un collègue de la DIEC, c'est quand même 66 000 salariés qui, à un moment ou à un autre, ont été en chômage partiel, en Martinique. Bon, en gros, le nombre de salariés est aux alentours de 70 000, 75 000. Ouais. Bon, presque la totalité. Donc c'est ça. Alors, aujourd'hui, il faut tenir. Et nous allons tenir. Alors, c'est pour ça qu'il faut diffuser une information tonique, positive, et non pas... alors, dis ça devant le micro pour qu'on t'entende bien. Oui. Alors, oui. Je dis que la presse, notre devoir, c'est de donner des informations qui donnent aux Martiniquais le goût, la volonté de tenir dans cette situation. Et puis de savoir, hein, parce que le fait de savoir, les gens comprennent mieux. Tout à fait. Hein, donc, je crois que c'est important, les explications que vous donnez là. Je crois que c'est important. Et surtout de faire attention aux fake news. Oui. Ouais. Alors, Serge Tali, notre correspondant dans le Nord, nous fait savoir qu'il y a une grosse casse à Sainte-Marie. La RN est coupée pour au moins 1 mois. Faille très importante, fibre optique à l'agonie, maison évacuée. Ouh là là. La situation est d'autant plus grave qu'il risque de manquer de pièces pour réparer. Il faudra attendre jusqu'à quand? Pour une interrogation. C'est une faille qui est au niveau de Font-Saint-Jacques. Ah ouais, donc après, ok. Ouais. D'accord. Mais bon, il y a quand même la possibilité. Il y a une déviation. Hein. Faut pas que les gens paniquent. Il y a une déviation qui a été mise en place. Mais le problème, c'est que cette déviation, est-ce qu'elle va pouvoir supporter des camions de bananes, parce que c'est toute l'agriculture du Nord qui est, alors évidemment ils vont passer par là, ça va faire plaisir au maire de Saint-Pierre. Ils vont passer par Saint-Pierre. Effectivement, j'ai entendu le représentant de la profession qui disait que comme les camions sont obligés de prendre des routes qui n'étaient pas dimensionnées pour ça, et qu'il y a des risques d'affaissement de ces routes-là. Ah ben c'est sûr, mais ces routes-là sont en danger, parce que entre Ajoupa-Bouillon et puis Montrouge, il y a des petits passages en épingle à cheveux. Moi je connais bien cette route-là. Je ne sais pas si un porte-conteneur passe là. Hein. Et donc, c'est là peut-être que le président de Cap-Nord va reprendre la vieille idée de faire un petit aéroport à Basse-Pointe. Parce que si jamais tout ça est enclavé, il faut pouvoir... Les projets. C'est à l'étude à la CTM, ça, cet aéroport de Basse-Pointe. Un aéroport à Basse-Pointe. Oui, ça a été adopté en plénière. Alors, ce ne sera pas un gros aéroport comme le Lamentin, mais enfin, bon, des ATR-42 pour un... Quand on voit ce qu'on atterrit à Saint-Martin, là, la partie française... Ou Saint-Barthélemy. Ou à Saint-Barthélemy. Donc, Serge, merci beaucoup pour l'information. Alors, je le dis à tout le monde, envoyez-nous des photos, des commentaires comme ça,
sur le WhatsApp de Zouk Télévision. Le portable, c'est 0696 90 27 27. Vous nous envoyez des photos que nous puissions montrer au reste de la population martiniquaise. Et puis, n'hésitez pas, soyez nos correspondants dans toute la Martinique et au-delà, la Guadeloupe, la Guyane, pas ni problème. C'est, comme diraient mes collègues de Canal 10 en Guadeloupe, c'était les peuples là qui la Martinique aussi, donc il n'y a pas de souci. Messieurs, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur l'INA? Je voudrais répondre à la question suivante, parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé en me disant, ouais, mais Pouti, ben, là, pas qu'à péter. Pourquoi ça ne craque pas, en fait, c'est ça. Et moi, je leur ai répondu, mais j'aimerais en faire profiter plus de gens. Il y a un certain nombre de choses dans l'économie en Martinique dont on ne parle pas beaucoup, au-delà de la tarte à la crème de l'économie souterraine. Donc, c'est les jobs, c'est quand même important. Ça représente 20% de la richesse créée. Mais j'aimerais parler de deux choses. La solidarité familiale. Ça, c'est fondamental. On parlait de ça tout à l'heure, de la solidarité de quartier, mais la solidarité familiale en Martinique est quelque chose. Il y a un tissu très très fort. Et puis, il y a un deuxième élément qui évite, un troisième, hein, puisqu'on a dit l'économie souterraine, la solidarité familiale, et puis les revenus transférés de la diaspora. C'est des choses dont on parle pas du tout. C'est les 400 et quelques mille Martiniquais qui sont à l'extérieur et qui transfèrent de manière directe ou indirecte de l'argent dans le pays. Alors nous, on a fait une estimation en travaillant avec la Poste, en travaillant avec MoneyGram, et puis tous les bureaux d'envoi d'argent, on va dire ça comme ça. Sur une année, c'est près de 2 milliards d'euros qui sont transférés vers la Martinique. Et c'est considérable. Hein. Et puis, autre élément peut-être plus positif, on parlait du deuxième trimestre, les Martiniquais ont mis en banque, sur leur compte, ils ont mis au deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, plus de 300 millions d'euros d'épargne. En moyenne sur l'année, c'est 250. Là, sur le troisième trimestre, ils ont mis 300 millions d'euros sur leur compte. Donc, je rassure les commerçants, ne vous inquiétez pas, ils vont vous donner ces 300 millions. Peut-être un peu tard, ils vont vous les donner parce que de toute façon, c'était pour la consommation. Voilà. Oui. Michel, merci beaucoup. C'est une émission un petit peu spéciale, mais je crois qu'elle était intéressante pour les téléspectateurs. Merci, Eddy. Merci beaucoup. Ça nous a permis d'aller au fond de certaines questions et d'aller au-delà des contingences conjoncturelles. Et en plus, on n'a pas fait de politique. Et partisane. Et puis, on n'a pas fait de politique. Vous avez vu, il n'y a pas eu de politique. Merci à Grégory, merci à François, merci à Manuela. Et puis, merci à vous. Merci à Serge Tali. Merci à Serge Tali, notre correspondant du Nord. C'est Serge Tali qui t'a envoyé ça. Oui, Serge Tali qui m'a envoyé ça. Donc, Sergio. Bonjour, Sergio. Voilà. Merci beaucoup. Une grosse casse, c'est Serge Tali. Donc, j'espère qu'il va continuer ce travail. Voilà. Serge a été à France Antilles, il a travaillé à TV, il a travaillé à RFO aussi. Ouais. C'est une passion. Donc Serge, tu peux pas arrêter comme ça. Il a quitté mais il a viré. Il a fait Radio Sud-Est aussi. Donc, mais il ne demande qu'une chose, c'est qu'on le réinvite ici. Hein. Moi, je suis sûr de ça. Mais je n'arrête pas de dire ça à Timilat. Même en Milat là. Non, mais le problème, c'est qu'avant trop, il va actuellement. Voilà, maintenant, il a des dédicaces à faire. Bon, Timilat, à bientôt. Et bien, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk Télévision.